Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue aux 20h. Voici les titres les principaux de cette édition en politique sénatoriale 2013. Le SDF annonce sa participation au rendez-vous du 14 avril de cette année. La décision est prise au terme d'une concertation entre le chairman du SDF et la présidence de la République du Cameroun. En santé, le paludisme continue de tuer au Cameroun et la ville de Douala est classée parmi les zones les plus résistantes au traitement antipaludique. Et dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, arrêt sur la loi qui organise les sénatoriales entre incompatibilité et conditions d'éligibilité, que faut-il comprendre? Un expert du droit, un autre invité dans ce journal. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. De la politique à l'ouverture de la première partie de ce journal, et c'est une nouvelle, le SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, participera au sénatorial annoncé pour le 14 avril de cette année. La décision est tombée ce jour au terme d'une concertation entre une délégation du SDF conduite par le chairman de ce parti et la présidence de la République du Cameroun représentée pour la circonstance par le directeur du cabinet civil Belinga Ebouto. Des détails dans ce reportage de Marcelin Gangsop. C'est le prototype de la danse Bafia que vient de servir le Social Democratic Front. We'll make sure that these elections don't take place. I'm going to tell my boys to sharpen their matches. I think we've had enough of it in this country. Une semaine après avoir durci le ton, le chairman calme le jeu et annonce que son parti participera bel et bien aux élections sénatoriales. C'est la principale retombée de la rencontre de ce jour entre la principale force politique du pays et la présidence de la République, représentée par Martin Belinga Eboutou, le directeur du cabinet civil. Ils ont eu à échanger sur les événements qui ont eu lieu sous le processus électoral depuis 1990 et le chairman a démontré sa patience. Et au vu de tout ce qui a été discuté, il a fait état des irrégularités, l'illégalité et l'illégitimité même de ces élections. Il a démontré le fait que nous nous trouvons dans une impasse constitutionnelle. Et à cause de toutes ces discussions, tous ces constats, le président national a pris sur lui de prendre la décision qu'on participe pour qu'on puisse mettre en place un Sénat, quoi qu'il soit emboîtant. Le SDF invoque la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour essayer de combler un vide juridique qui constitue une impasse avec les conseils municipaux qui n'existent plus, avec une Assemblée nationale dont son mandat est largement expiré, avec un Sénat qui n'existe pas depuis 1996, toutes ces institutions importantes et qui jouent un grand rôle en démocratie pourraient amener une armée à agir autrement. C'est pour cela que dans l'intérêt suprême de notre peuple, nous avons décidé de participer. Comme à l'Assemblée nationale, le Social Democratic Front a l'ambition de rafler quelques sièges au Sénat à la mesure de la place qui est la sienne sur l'échiquier politique national. Le SDF retrouve donc dans la danse le RDPC et bien d'autres partis politiques qui n'ont pas boudé les sénatoriales. Notons que le parti au pouvoir est en ordre de bataille dans la région du littoral. À peine la commission de réception des candidatures dans la région a-t-elle commencé son travail que des sons discordants s'élèvent. Beaucoup de suspicions sont au rendez-vous Jean-John Impec et Serge-Alain Otto. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut constituer des listes avec des candidats crédibles, intègres et, in fine, meilleurs. Mais dans les rangs du parti, des voix s'élèvent pour dénoncer l'ambiance qui entoure cette mission de préparation des investitures. Certains pensent que les jeux sont faits. Vous avez dû constater en entrant dans la salle que particulièrement les membres du bureau politique qui étaient là avaient l'air d'avoir déjà bouclé leur liste. Ce qui signifie qu'ils ont eu l'information avant
ils ont eu le temps d'apprêter les dossiers et que nous, avec le temps qui nous est imparti, il est difficile de pouvoir en 24 heures avoir la participation des gens qui sont parfois à des centaines de kilomètres par rapport à Douala. C'est pour ça que je dis que pour moi les jeux sont pipés. Nous sommes là pour régulariser un état de fait qu'ils ont déjà eu à réaliser. Et l'on pourrait accorder du crédit à la thèse de l'ancien magistrat municipal de Pouma au regard de la physionomie de la grande salle de la maison du parti de Bonanjo, une salle à moitié vide, complètement désertée par ce que Douala ou la région du littoral tout entière compte comme cacique du régime. Le président de la commission régionale de sélection des candidats RDPC dans le littoral, en insistant sur les qualités que l'on devrait retrouver en chacun des candidats du RDPC, n'a pas manqué de rappeler à toute fin utile aux uns aux autres cette petite phrase de Jean Kueté. Le Sénat n'est pas une haute chambre de retraite payée aux frais de l'État. On préfère botter en touche. Pour lui poser cette question, la retraite commence à quel moment? Plus sérieusement, au Sénat, on n'y va pas pour se tourner les pouces, mais pour travailler, voulait dire le secrétaire général du comité central du RDPC. Eh bien, cette question ne peut pas s'adresser à un homme d'expérience comme moi. Au contraire. Il faut qu'au Sénat, il y ait des gens qui savent ce que c'est qu'une institution parlementaire et ce que c'est que l'État. Et je connais l'État et l'institution parlementaire. Tout compte fait, les candidats aux candidatures avaient jusqu'à ce jour 18 heures pour constituer leur liste de 7 titulaires avec autant de suppléants, en tenant compte des différentes composantes sociologiques de la région du littoral. La question se pose avec acuité au moment où l'interprétation des textes organisant les sénatoriales au Cameroun varie selon les intérêts. Qui ne peut pas être sénateur au Cameroun? La question anime les conversations alors que dans les états-majors des partis politiques, on s'active à investir des candidats, même ceux dont l'incompatibilité avec la fonction de sénateur est avérée. Une fois encore, Serge Alain Otto. Alors que l'on assiste à une mobilisation des divers états-majors des partis politiques pour la sélection des candidats au sénatorial, une certaine confusion continue de régner dans les esprits quant aux incompatibilités avec la fonction. Et pourtant, la loi portant code électoral du 19 avril 2012, dans sa 221e disposition, renvoie les éventuels candidats à la fonction de sénateur aux conditions d'éligibilité et les incompatibilités, de même que celles des articles 156 à 163. Sur ce, l'article 162, dans son alinéa 2, énonce « Le mandat de député est également incompatible avec celui des sénateurs, avec les fonctions de maire, de délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine, de même que toute fonction non élective, ainsi que de président de conseil d'administration. » Et ce grave accident de la circulation survenu à Manjo dans le département du Mungo, maréchal de logis et 2 de ses enfants trouvent la mort sur la nationale numéro 5. Les victimes étaient à bord d'une moto qui est entrée en collision avec un véhicule. Le récit des faits, c'est avec Cyril Djemba et Étienne Pascal Azegue. L'état de cette moto réduite en amas de ferraille et la mare de sang encore présente sur l'asphalte témoigne à suffisance de la violence du choc avec cette voiture appartenant à un particulier. Le bilan parle de lui-même. 3 morts sur le carreau. Il s'agit du maréchal des logis-chef Michel Tidzi, en service à la brigade des Bonnets, et de ses 2 enfants, âgés respectivement de 3 ans et de 5 ans. Les circonstances de ce drame suscitent encore des commentaires auprès des populations riveraines du lieu dit entier-carrière de Manjo. La mec a même mis le gazon. J'ai dit que la mec a même mis le gazon sur la roue là. J'ai dit que la roue, le pied pour prendre la roue. La roue pour prendre le pied de l'enfant. C'est devant moi là. Le gendarme maintenant a pris le déplacement pour remplir le plateau. L'enseigne là-bas, puis est sorti maintenant. Une fois que l'on face à face. Dès que je venais maintenant chercher le numéro de commandant pour lui signaler. Subitement, on m'appelle qu'il est mort. Dans le domicile des victimes, c'est la consternation. La mère des enfants se rappelle encore des derniers moments qu'elle a eu à passer avec sa progéniture avant l'instant fatal. J'étais là à la maison avec les enfants. Après avoir malancé le macabo, les enfants ont mangé. L'un peut aussi sortir bien du travail où je ne sais pas. Il a gardé. En disant que amitié où? Bouba où? Amitié n'arrive pas le haut. Quand amitié va à la maison, tu prends le haut, tu viens.
J'ai dit à grand-mère que tu l'as dans ma bouche, ne parle pas, c'est d'abord de ma bouche. Il dit non, papa, vous faites hier sur la moto avec son père. Le monsieur dit que petit bateau quand vous payez, soit le bonbon et le biscuit aux enfants. Je ne savais pas qu'il partait comme ça. Tous les témoignages sont concordants sur le fait que cet accident de la circulation est dû à un mauvais dépassement. Les éléments de la brigade de gendarmerie des Bonnets arrivés sur les lieux de l'incident ont ouvert une enquête. Et dans la ville d'Edéa, le cliché est répétitif, la circulation reste perturbée sur le pont sur la Sanaga. Les travaux de réfection engagés sur l'ouvrage depuis quelque temps ne favorisent pas le trafic. Les usagers doivent attendre plusieurs heures pour franchir le pont. Rodrigue Ngassi et Sandrine Babo. Le calvaire des automobilistes qui passent par le pont d'Edéa n'est pas loin de finir. Ça fait 2 heures que je suis garé là. Je n'ai pas encore atteint le niveau du pont. J'avais des rendez-vous. Et vous vous dites que j'arrive dans 1 heure. Vous faites 3 heures de temps sur place. Quel crédit vous pouvez encore donner à vos affaires? Dans ces conditions, est-ce qu'on peut faire des affaires? Un véritable parcours du combattant pour les usagers qui empruntent cette voie. Au lieu de réhabiliter un pont à 2 milliards, on aurait dû faire un autre pont et ça ne nous aurait pas coûté en chiffres comme ça nous coûte tous les jours pendant des mois. Les gens traînent sur le pont, ça a un coût. Il faut désormais s'armer de patience pour arriver à destination. Ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est là, rien ne bouge, on est là, on attend, on ne sait pas à quel moment on pourra arriver à notre destination. J'ai un programme de vol et je vais rater mon vol, je ne sais pas comment je vais faire. En effet, depuis le début des travaux de réfection du 2e pont dans la ville Lumière, le trafic est perturbé sur cet axe routier. Les files d'attente peuvent aller jusqu'à 2 km, voire plus, ceci au grand désarroi des automobilistes qui, pour certains, ont choisi la marche à pied. J'ai laissé le véhicule presque au péage à 3 km d'ici. Donc je suis avancé à pied. La société Razel, maître d'ouvrage des travaux, estime la fin du chantier à mai 2013. En attendant ce délai, les conducteurs de mototaxi se frottent les mains. Avant, on payait la ville pour le 2e pont à 150. Depuis que les travaux sont au pont, maintenant le prix monte à 200, 300. Et les clients payent. L'occasion faisant le larron. En santé, la menace est grave. Le paludisme continue de faire des ravages au Cameroun. Dans la ville de Douala, des experts révèlent qu'il y a une forte résistance au traitement antipaludique. Le paludisme, en plus d'être la première cause de mortalité et de morbidité au Cameroun, est à l'origine de l'absence au travail. Retour sur la rencontre sur le paludisme hier au siège du groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM, dans la ville de Douala. Steve Eboulé et Pierre Laverdu-Rombang. Les chiffres sont évocateurs concernant l'impact du paludisme dans le monde, en Afrique, au Cameroun et dans la région du littoral. Tenez par exemple, 2 à 3 millions de personnes décèdent du paludisme chaque année. En Afrique subsaharienne, un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 30 secondes et 3000 enfants âgés de moins de 5 ans par jour. 90% des décès qui sont liés au paludisme frappent l'Afrique subsaharienne. On constate donc que chaque année, plus de 300 millions d'épisodes aigus de paludisme sont enregistrés. Et à Douala, au Cameroun, le paludisme est la première cause de mortalité et de morbidité. Effectivement, dans le district de Nilon où nous avons mené une étude, les cas de paludisme symptomatique et asymptomatique, donc les enfants qui sont malades et les enfants qui ont le parasite dans le sang sans être malades, on est allé jusqu'à 77% des cas. Donc ça, c'est déjà assez grave parce que les enfants qui ne sont pas malades sont quand même des réservoirs qui peuvent transmettre la maladie à d'autres personnes. Le paludisme est également à l'origine du plus grand nombre d'absences au travail. Les petites et moyennes entreprises et moyennes industries sont les plus touchées. Mais les entreprises tardent à comprendre que la lutte contre le paludisme est bénéfique pour leurs affaires. Tant l'impact sur les travailleurs est important. Il est donc urgent, au vu de tout, de mener activement des campagnes de prévention dans les communautés environnantes et les sociétés, d'où cette rencontre du JICAM qui aura permis aux acteurs de comprendre mieux les dégâts que peuvent causer le paludisme.
Et sans doute, le paludisme reste et demeure une préoccupation majeure de santé au Cameroun. Selon des experts, 77% d'enfants sont porteurs du germe de cette maladie. Un détour dans quelques quartiers de la ville de Douala permet de comprendre et d'évaluer la situation. Samuel Tchoufa et Merveline Tapi. Quartier Newton, aéroport 5, un paradis de moustiques parmi tant d'autres. Nous sommes à la pénétrante est de la ville de Douala. La promiscuité et l'insalubrité rythment le quotidien des populations. Le contenu des toilettes se déverse dans cette eau noirâtre. Les déchets accumulés ça et là en font une véritable décharge à ciel ouvert. Un mélange d'odeurs qui produit un cocktail explosif et qui, pour la nouvelle femelle, est le lieu de reproduction par excellence. Déjà à partir de 15 heures, là, c'est franchement grave et si on ne parvient pas à rester dehors à cause des moustiques, donc on est obligé de s'enfermer dedans et fermer les rideaux, même les portes. Une cohabitation entre l'homme et le moustique qui n'est pas de tout repos. Dans la nuit comme ça, vraiment vous ne pouvez pas rester aisément au salon, parce que tu ne fais que te frapper de gauche à droite. Moustiquaire imprégné, spirale anti-moustique, chacun y va de sa manière pour mettre sa famille à l'abri. Non, déjà vers 16 heures, j'ai fait l'effort d'enfiler le moustiquaire, je la mets à l'intérieur, oui. Chaque soir, quand il veut dormir, on achète mon montage à 50 francs autour de 22 heures, puisque si j'allume ça déjà à 20 heures, avant minuit, ça sera fini et bon, les moustiques encore ont commencé à nous manger, même si on est dans le moustiquaire. Dans certains cas, un mode vestimentaire s'impose. Parce que le pantalon pour les filles, parce que je ne peux pas taper avec mes mains. Je brise le poisson parce que si je tape avec les mains, le sang, tu vas servir les gens avec le sang. Tu ne peux pas servir les gens avec le sang. Au-delà de toutes ces précautions, l'assainissement de ce quartier reste une priorité. Vous voyez qu'il y a les eaux sales partout. Or, c'est rigolo si peut-être c'était, disons, évacué, on ne pouvait pas avoir ce genre de problème. Alors, par contre, pour moi, vraiment, je préfère même le sida par rapport au palu. Mais en attendant, des milliers d'enfants continuent de mourir de paludisme. Voilà beaucoup de précautions pour éviter le germe. Davantage de précautions recommandées aux femmes qui célèbrent dans quelques heures seulement leur journée internationale. Notons que le programme du 8 mars se dessine dans les foyers. Seulement, si certaines femmes ont la tête dans cette commémoration, d'autres par contre n'y jettent qu'un faible dévolu. Dani Warenze 2 et Flore Tanko Bensi. Clarisse Thio est une femme. Elle n'a pas l'intention d'abandonner ses tâches ménagères, même à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Lessive, vaisselle, cuisine, la dame compte valablement jouer son rôle de femme au foyer avant toute réjouissance le 8 mars. Très tôt le matin, je me lève, je fais mon petit ménage, je m'habille, je mets aussi à la une comme toutes les autres femmes. On quitte, on va s'éclater, on va soulever. Une fois j'étais rentrée tard, on m'a fermé la porte. Je suis retournée là où j'étais, j'ai continué mon ambiance. De son côté, Sophie a pris de l'avance en se relouquant les cheveux. Le mot d'ordre pour cette ménagère le 8 mars est d'investir les lieux d'ambiance. C'est son époux qui s'occupera de la maison en l'occasion de la Journée internationale de la femme. Demain, c'est ma journée, je sors, je ne vais pas me distraire. Comme lui, chaque jour, il me rassure, il sort, il rentre le soir. Demain, c'est à lui de savoir. Autant parce que quand il sort chaque matin, il ne me dit pas que madame reste faire ceci, reste faire cela. Mais je lui ai dit qu'il fasse un bon plan. Sinon, on ne sait jamais. Cependant, Lydie Kemayou dénonce cette attitude des femmes qui abandonnent leur foyer le 8 mars. Je me lève, je lave ma fille, je l'envoie à l'école, je prends ma ration, je m'en vais au marché. Je fais la cuisson, tout, donc tout ce qu'une femme peut faire à la maison. Je laisse. Déjà à 13 heures, je suis en route pour fêter. D'autres femmes n'envisagent rien de spécial à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Elles n'ont d'ailleurs pas eu l'occasion de se procurer le pain de l'événement. Dans les médias, vous parlez de 6 750 francs, mais les pannes vont même jusqu'à 17 000 sur le marché. Le thème cette année, je n'ai même pas bien suivi le thème. Et je ne me suis pas bien préparée pour aborder vraiment ce thème-là. Et peut-être pour le défilé de demain. Et sans compter les pains, bon, les pains, pour moi, c'est un truc qui n'a même pas de place. C'est dire qu'à Douala, chaque femme a sa conception de la Journée internationale de la femme.
Et voici un projet manifestement bénéfique à la consommation locale. Il faut produire et consommer plus le riz local que tout autre. C'est l'objectif du projet de développement de la riziculture pluviale de plateau dont l'évaluation vient d'être faite à Yaoundé au Cameroun. Il est question d'intéresser les paysans à la culture du riz dont la production dépend de la pluviométrie. Marcelin Gangsop. Selon les récentes estimations, le Cameroun a produit 175 000 tonnes de riz en 2012. On escompte 200 000 tonnes cette année. Mais cette performance pourrait s'améliorer avec l'intensification de la riziculture pluviale de plateau. C'est du riz qu'on peut cultiver maintenant, comme on cultive du maïs. Donc vous pouvez cultiver sur votre cour. Alors que traditionnellement, le riz, c'était une culture qui demandait un bas-fond, qui devait être irrigué en permanence, ainsi de suite. Nous n'avons pas cette contrainte avec ces variétés pour peu que la pluviométrie soit répartie à peu près normalement. Le projet de développement de la riziculture pluviale de plateau est actuellement expérimenté dans les 3 régions que sont le centre, le sud et l'est. Bien que marquant ses premiers pas, il a déjà engrangé quelques points. On en est sur le terrain actuellement à 2000 personnes, 2000 producteurs qui ont été formés, qui ont reçu des semences, qui les ont déjà essayées, qui ont récolté, qui ont déjà mangé de leur riz, qui sont très enthousiastes, qui sont très demandeurs d'un accompagnement plus important. Pour une première expérience, nous pensons que c'est satisfaisant. Les rendements tournent autour d'1,5 tonne à l'hectare, 2 tonnes, 3 tonnes, parfois 4 tonnes chez ceux qui sont les plus appliqués et qui ont bénéficié d'une bonne pluviométrie. Mais il y a encore du travail à faire. Au moins 3000 ménages sur les 9000 touchés doivent effectivement commencer à cultiver le riz de plateau et le répéter au moins 2 saisons pendant la mise en œuvre du projet. Au bout de 5 ans, il est également attendu une production de 11 000 tonnes de riz paddy. Malheureusement, le projet est plombé par le Cameroun qui n'a pas encore dégagé les fonds de contrepartie, abandonnant tout aux partenaires japonais. Et sur les raisons qui ont présidé au choix des régions du centre, du sud et de l'est pour l'expérimentation de ce projet, je vous propose d'écouter Toby Ondouamanga, coordonnateur du dit projet. Il s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Ces régions du sud du Cameroun, appelons-les comme ça, ont les plus grands centres de consommation parce qu'ils ont les plus grandes villes du pays. C'est Yaoundé, c'est Douala. Et la proximité du port fait qu'on est tenté de répondre à la demande par les importations. Parce que nos bassins traditionnels de production, c'est Semri dans l'extrême nord, c'est UNVDA dans le nord-ouest. Plus proche de la production issue de ces zones va jusque-là traditionnellement dans des pays voisins. En même temps que nous nous efforçons de réunir les conditions pour que cette production reste à l'intérieur, nous essayons également de développer la production autour de ces grandes villes, des grands centres de consommation. Donc voilà l'intérêt un peu, la philosophie qui sous-tend ce projet. Encore de la culture, cette fois-ci, c'est dans le domaine de l'art. Le gouvernement camerounais souhaite récompenser des artistes camerounais à travers les Abiador. C'est le nom du prix qui leur sera décerné. Le concept a été présenté au mécène par le ministre camerounais des Arts et de la Culture. C'était hier dans la ville de Douala. Reportage. Des jeunes danseurs professionnels enchaînent des chorégraphies qui mettent en exergue le charme des rythmes traditionnels bafia. L'originalité observée dans la posture et les expressions de ces danseurs pourrait leur permettre de remporter un Abiador. C'est un prix qui sera décerné aux artistes camerounais pour leur création. L'initiative est du ministre des Arts et de la Culture. Amatou Toumouna l'a présenté aux acteurs du showbiz comme un projet de promotion des atouts culturels du Cameroun. Le chef de l'État a prescrit l'organisation d'un événement pour récompenser les artistes. Et donc, à travers cette fondation, nous pourrons organiser de manière régulière ce genre d'événement avec l'appui des ministères. La construction d'une salle de spectacle de 1500 places et la réhabilitation du musée national sont aussi des projets phares de la Fondation du patrimoine et des arts mise sur pied par le gouvernement. L'objectif est de pallier les difficultés rencontrées dans le financement de l'industrie culturelle au Cameroun.
La fondation permet d'éviter tous les boulots des travailleurs. Et aussi une transparence dans la gestion des fonds. L'État a mis en place cette fondation et prend en charge le fonctionnement de la fondation afin que tout ce qui vient des mécènes puisse aller directement dans les projets qu'ils auront choisis. La problématique qui s'est souvent posée, c'était lorsqu'il arrive un fonds, à quoi il va servir, etc. Et parfois aussi, les mécènes ont a priori déjà choisi ce qu'ils voudraient financer. Donc nous ne voulons pas perdre. Cette fondation vient s'ajouter au compte d'affectation spéciale mis sur pied pour le soutien de la culture au Cameroun. Près d'1 milliard de francs CFA qui, en 10 ans, n'a pas fait décoller l'industrie culturelle au Cameroun. En religion, notons que le quorum des 115 électeurs requis pour la désignation du nouveau pape est atteint, toute chose qui déclenche véritablement le processus du choix du successeur de Benoît XVI. Des détails dans ce reportage de Pierre Lavergne-Romban. Le conclave, qui pourrait être très rapide, pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine à une date encore inconnue, car l'Église tient à avoir un pape pour la semaine sainte commençant par la fête des Rameaux et s'achevant à Pâques le 31 mars, qui est une période centrale dans l'année liturgique et la vie d'1,2 milliard de catholiques. Les cardinaux électeurs se sont donc retrouvés ce jeudi au Vatican pour de nouveaux débats vifs sur les nombreux problèmes de l'Église et décider de la date du conclave. Après l'arrivée du dernier retardataire, un cardinal vietnamien, les 115 électeurs de moins de 80 ans devaient être réunis avec les cardinaux non électeurs. Au moment où va se tenir le conclave, la presse italienne a choisi de faire ressurgir le dossier Vatilix, un moment crucial pour l'Église, alors que le lourd scandale de pédophilie dans l'Église continue de peser sur le pré-conclave. C'est pas sans bruit que se tient ce pré-conclave, car l'organisation américaine d'anciennes victimes de prêtres pédophiles vient de dresser la liste de 12 cardinaux qu'elle qualifie de salopards et qui, selon elle, ne doivent pas devenir papes. Et alors qu'une pétition d'une ancienne victime d'un prêtre italien demande aussi l'expulsion du conclave d'un cardinal de Curie, Domingo Calgagno, qui n'aurait pas agi contre un pédophile resté en contact pendant 25 ans avec des enfants et des adolescents. Et du sport football, pour refermer la première partie de ce journal sur fond de polémique à la Fédération camerounaise de football, la conférence de presse que devait donner le secrétaire général de l'instance fêtière du football ce jour dans la ville de Douala n'a pas eu lieu. Les responsables de la FECAFOOT sont restés muets devant la presse durant des heures avant d'évoquer un problème de logistique dans un premier temps, puis de confier aux hommes de médias que la rencontre dépendait d'une décision administrative au vu des troubles qui ont lieu au sein de la Ligue régionale de football pour le littoral. Les responsables de cette ligue, conviés à une réunion hier à la délégation régionale des sports et de l'éducation physique pour le littoral, ont répondu absents pour la plupart. Notons que les élections à la Fédération camerounaise de football sont annoncées pour le mois de mai de cette année. Je vous propose à présent cette réaction du responsable de la communication à la Fédération camerounaise de football, Junior Bignam, est au micro de Sylvestre Hippolyte Zangao. On a décidé d'adopter un principe simple de prudence avec le régime des manifestations publiques au Cameroun veut qu'il y ait une déclaration qui soit faite. Donc on a fait une déclaration auprès du sous-préfet de Douala Premier. On n'a pas reçu de réaction. On n'est pas supposé en attendre une. Mais au regard de la situation qui prévaut dans la Ligue régionale du littoral, la hiérarchie de la fédération, le secrétaire général et le président notamment, ont pensé qu'il valait mieux en avoir une de formelle du sous-préfet de Douala Premier. Le délégué du gouvernement qui avait accordé la salle également était sur le même principe. Et jusqu'à l'heure qu'il est, on n'a pas reçu du sous-préfet de Douala Premier une autorisation écrite pour la manifestation, bien que la déclaration lui ait été faite. Mais je continue à préciser que du point de vue légal, on n'a pas à attendre d'autorisation à proprement parler, mais c'est au regard du contexte qu'il faut s'assurer que les autorités territorialement compétentes prennent des dispositions pour que cette conférence se déroule dans le minimum de quiétude et de sérénité qu'il faut. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde partie consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif.
Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, comme annoncé à l'entame de cette édition, arrêt sur les incompatibilités à la fonction de sénateur telle que dictée par la loi qui organise les sénatoriales au Cameroun. Et pour en parler ce soir, nous recevons sur le plateau débat de ce 20h, Maître Fidèle Doumbessier. Bonsoir. Bonsoir Fénélon. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais je dois aussi mentionner que vous êtes un acteur de la scène politique camerounaise. Vous militez dans le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto. C'est exact. Et déjà, je voudrais très rapidement prendre votre réaction. C'est une nouvelle qui est tombée ce jour. Le SDF, après moult tergiversations, a décidé d'entrer dans la danse, c'est-à-dire de participer au sénatorial annoncé pour le 14 avril de cette année. Quelle est votre réaction? Oui, c'est le droit du SDF de participer à cette élection que nous avons déjà contestée et que le SDF lui-même, comme nous, avait contesté la convocation du corps électoral avant la tenue des élections municipales pour que le Sénat puisse avoir la véritable légitimité dont le peuple camerounais attend. Donc, le SDF, c'est son droit et nous savons que le SDF nous a habitués à ce genre de pratiques où le plus souvent, ils annoncent qu'ils ne participeront pas à une élection, ou parfois ils invitent les gens de ne pas s'inscrire sur les listes électorales et à 2 semaines des élections, ils les invitent à s'inscrire. Donc, nous sommes habitués à cette pratique et nous ne sommes pas surpris par cette attitude du SDF. Le SDF a compris tout simplement qu'il ne faut pas avoir des positions tout simplement politiques, dire oui ou alors dire non de manière tranchée. Oui, oui, mais il ne faut pas habituer les Camerounais à ce genre de menaces parce que aux premières heures de la convocation du corps électoral, le SDF a brandi la menace comme il a l'habitude de le faire et a invité les Camerounais à ne pas soutenir cette initiative du gouvernement. Et nous sommes surpris que à la dernière minute, comme à l'accoutumée, ils nous abandonnent parce que nous avons demandé que cette élection soit contestée, que effectivement il faudrait que le gouvernement comprenne que le Sénat dont nous attendons doit avoir la légitimité que les peuples camerounais souhaitent et pour que les institutions fonctionnent bien et que nous puissions éviter une crise institutionnelle et une crise politique dans notre pays parce que les Camerounais sont attachés à la paix est chère pour les Camerounais et il faut arrêter de les provoquer davantage. Alors, nous restons sur les faits. Le SDF, qui est le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, et le parti au pouvoir sont dans cette élection. Dans tous les cas, le débat ce soir, c'est sur les dispositions légales au sujet des incompatibilités à la fonction de sénateur. Est-ce que vous pensez que la loi qui organise les sénatoriales tranche définitivement ce débat? Parce qu'on a noté au sein du RDPC, dans tous les cas, des nouvelles circulent et font état de ce que des maires sont en train de déposer des candidatures à cette élection. Oui, à la lecture des textes qui organisent les élections sénatoriales, il ressort clairement qu'il y a des incompatibilités. Donc, on ne pourra pas à la fois être sénateur et député, on ne pourra pas être à la fois sénateur et maire et délégué du gouvernement. On ne peut pas aussi être sénateur et occuper en même temps une fonction officielle non élective. Et on ne peut pas aussi être un salarié d'une entreprise publique ou parapublique ou d'un établissement public en même temps qu'on est sénateur. Donc, les incompatibilités sont clairement définies. Être président d'une chambre consulaire. Oui, président d'une chambre consulaire. Donc, les incompatibilités sont limitativement énumérées par la loi qui organise les élections sénatoriales, c'est-à-dire le code électoral. Et il y a des dispositions spécifiques aux élections sénatoriales. Et dans ces dispositions, il y a une qui renvoie aux dispositions concernant les élections à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à la Chambre basse. Et c'est les mêmes incompatibilités qui sont transposées à ce niveau. Qui s'appliquent à l'élection sénatoriale. Donc, il y a ces incompatibilités qui sont clairement définies. Et si peut-être que ceux qui sont maires et qui veulent devenir sénateurs, c'est en raison peut-être du prestige du titre. Alors, mais ça m'amène à poser la question de savoir, est-ce qu'on peut aller au concours de cette élection en prenant le soin de se défaire de la fonction avec laquelle la fonction de sénateur est incompatible? Oui. C'est-à-dire que si on se décide de renoncer à son mandat de maire, par exemple, et puis de poser sa candidature
pour les sénatoriales. Est-ce que les dispositions légales le permettent? Oui, les dispositions légales n'exigent pas une renonciation préalable. Non, parce qu'on peut aller aux élections et perdre. Si on perd les élections, on revient retrouver son statut. Donc, ce qui peut arriver, c'est que ceux qui occupent déjà une fonction qui est incompatible avec la fonction sénatoriale, s'ils viennent à être élus à ce moment, ils ont le choix. Ils ont le choix entre le poste qu'ils occupent actuellement et celui du sénateur. Et si un Camerounais se présente au sénatorial, il est élu, il est automatiquement, il faut comprendre qu'il pourra démissionner de la fonction qu'il occupe. Mais est-ce que la loi tranche, est-ce que la loi tranche définitivement, de manière expresse, ce débat, ce transfert ou encore ce choix? Oui, la loi tranche parce que... Alors cela découle, ou alors parce cela que transpire d'une interprétation de la loi qui organise les élections sénatoriales. La loi ne dit pas tout, et les juristes, oui, vous savez que la loi est faite pour être interprétée et être appliquée. Donc, si cela arrive, s'il y a les cas d'incompatibilité, s'il arrive qu'une personne qui occupe une fonction qui est incompatible avec le titre de sénateur vient à être élu, et l'organe compétent, l'autorité compétente sera amenée à constater les incompatibilités. S'il constate les incompatibilités, celui-là sera déchu de son titre de sénateur. Et à ce moment, ce sera le Conseil constitutionnel ou bien la Cour suprême qui en tient lieu. Tout à fait. Maintenant, il y a un autre aspect autour de ces sénatoriales sur l'interprétation des lois qui organisent justement cette consultation électorale. C'est la décision prise par le directeur général des élections, Sani Tanemou, une décision qui organise le vote dans les commissions, dans les bureaux de vote, notamment l'article 8 de cette décision qui dispose clairement que des électeurs non détenteurs de carte électorale peuvent voter pourvu qu'ils soient formellement identifiés par la commission locale de vote. Est-ce que cette disposition ne déroge pas à la loi? Oui, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention cette disposition et je note que là c'est encore une autre incongruité. Et cela dénote de l'impréparation de cette élection sénatoriale. Et que nous avons dit autrefois que techniquement l'ECAM n'était pas préparé pour organiser l'élection sénatoriale. Parce qu'il est tout à fait inadmissible que le directeur général de l'ECAM autorise les électeurs sénatoriaux à voter avec la carte d'identité nationale, alors que la loi prévoit que les électeurs sénatoriaux doivent être munis de cartes d'électeurs. Et les cartes d'électeurs dont il s'agit sont des cartes d'électeurs, cartes spéciales, différentes des cartes d'électeurs ordinaires que nous sommes. Parce qu'ici, il s'agit d'un scrutin indirect. Et ce scrutin indirect, et la loi, à l'article 225 du Code électoral, prévoit que cette carte d'électeur ne peut être servie que pour les élections sénatoriales. Donc, il s'agit de cartes d'électeurs spéciales. Et il y a plus grave, et c'est ça qui vient conforter la position que nous avons indiquée, qu'il y a illégalité. Et même dans le processus de l'organisation de cette élection, on va voir qu'il y aura illégalité. Pourquoi ? Parce que l'article 224 du Code électoral prévoit que les listes électorales pour les élections sénatoriales doivent être dressées et actualisées par les démembrements régionaux de l'ECAM. Il se trouve que le directeur général de l'ECAM a vite fait de publier la liste des électeurs, alors que ces listes ne sont pas dressées au préalable. Parce que les listes d'électeurs sénatoriaux devraient être dressées avant. Alors, mais qu'est-ce qui vous fait croire que ces listes n'ont pas été dressées? Est-ce que la loi dit que ces listes doivent faire l'objet d'une publicité? Non. Écoutez, la loi dit clairement qu'après la convocation du corps électoral, les listes électorales pour les sénatoriales sont réactualisées. Vous voyez qu'après la convocation du corps... avant.
Ces listes devaient exister avant. Excusez que je précise bien. Ma question reste et demeure. Qu'est-ce que vous fait croire que ces listes n'ont pas existé avant? Elles n'ont pas existé avant. Pourquoi? Parce que l'ECAM, les démembrements régionaux de l'ECAM n'ont pas procédé à l'établissement de ces listes. Parce que vous vous souvenez que l'année dernière, une loi a été adoptée à l'Assemblée nationale pour prescrire l'enregistrement biométrique des listes électorales pour toutes les élections. Donc, l'ECAM n'a pas enregistré de façon biométrique les électeurs sénatoriaux. De manière particulière. Et la loi précise également, à l'article 226, que les cartes d'électeurs sénatoriaux doivent être distribuées 20 jours au trou avant le scrutin. Et ceux qui n'ont pas reçu ces cartes doivent être disponibles dans les démembrements départementaux de l'ECAM. Aujourd'hui, on nous dit, parce qu'il y a une préparation, et l'ECAM n'est pas prêt, et c'est pour ça qu'il y aura illégalité. Je poursuis sur nos plateaux subséquents. Merci d'avoir accepté déjà ce rendez-vous, madame, monsieur. Merci je vous en prie de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.